Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera de produits de bourse avec Léa Jézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale. Alors vous l'avez compris, parler trading avec des traders que je vais vous présenter maintenant. À ma gauche, Frédéric Berriot, bienvenue parmi nous, vous êtes journaliste à la Lettre de la Bourse. Merci d'être là. Léa Jézéquel, je vous représente, vendeuse produits de bourse Société Générale. Marc Daguer, responsable de DT Expert, une lettre sur le trading. Merci d'être là et bonjour Marc. Bonjour. Et Jean-Louis Cussac, responsable de Perceval Finance, Bonjour. un institut de formation à la bourse. Alors cette semaine, on parlera de Trigano, du CAC 40, de Coca-Cola, de GTT, de Soprasteria, du gaz naturel. Et on fera un petit point avec Léa sur les Turbo Smart. Alors c'est parti, première rubrique, on refait la semaine. On refait la semaine avec, pour commencer, Frédéric. Frédéric, vous allez nous parler de Trigano. Alors effectivement, bonjour à tous. Trigano a fait une très belle performance en fait cette semaine et sur le dernier mois. Sur la semaine, il a pris 12% et en fait, ils ont publié des résultats très rassurants, on va dire, parce que en fait, Trigano, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le leader européen des camping-cars et en fait, ils ont souffert, comme toute l'industrie en général et surtout l'industrie automobile, de pénurie de châssis qui leur est fourni notamment par Ford et par Stellantis. Et ils n'ont pas pu en fait produire autant de camping-cars qu'ils ont voulu. Et depuis en fait la crise sanitaire, le camping-car et le van en fait connaissent un succès énorme. Parce que en fait, avec la crise sanitaire, plutôt que de voyager à l'autre bout du monde et d'être entassés dans des clubs de vacances, en fait, les gens préfèrent la liberté et en fait la sécurité, voyager en famille. Les gens veulent se confiner dans leur camping-car. Exactement, et découvrir la France. Voilà, et donc il y a eu une très forte demande qu'ils n'ont pas pu en fait honorer. Donc malgré eux, il y a eu des baisses de volume, mais qu'ils ont pu en fait rattraper parce que les carnets de commandes sont pleins. Et en fait, pour avoir un camping-car, il faut attendre 1 an. Et donc, ils ont augmenté leur prix. Donc, pour compenser aussi l'inflation, et ils ont réussi à sortir une marge opérationnelle tout à fait correcte, proche de 11%. Et en fait, là où ils rassurent, c'est qu'ils ont un carnet de commandes en fait, jusqu'à l'été 2023. Il y a eu des salons à l'automne dans toutes les grandes villes européennes. Il y a une fréquentation en fait, des gens qui est très, très, très importante et qui démontre en fait, toujours une forte demande. Donc ils ont réussi à se fournir. Et là, en fait, les tensions sont moins importantes sur le... Alors, exactement. Là, il y a une décongestion progressive, en fait, de tout ce qui est composants et puis châssis. Donc, en fait, là, sur le prochain exercice, ils vont pouvoir retrouver une croissance des volumes avec des prix qui ont augmenté. Et donc, il y a une bonne visibilité. Alors, il faut savoir que, en fait, le titre Trigano est très, très volatile. On vient de 180 au plus haut et on a touché 75 en fait fin septembre. 75 €, c'était les fonds propres. Hein. Ah oui, il faut savoir que c'est un bilan en fait. C'est la famille Feuillet qui détient pratiquement 60% et c'est un bilan en fait hyper solide avec 125 millions de trésorerie nette. Donc voilà, c'est un dossier très sain. Et là, en fait, ils viennent de 75 €, c'était les fonds propres. Et là, on revient sur les plots d'il y a 6 mois. Et c'est pas très cher parce qu'en fait, on se traite à moins de 9 fois les profits. Donc ça, c'était des considérations purement fondamentales. Est-ce que, de manière technique, si on regarde le graphique, comment on peut expliquer ce retracement de 80% de hausse finalement Encore une fois, vous voyez la violence de la reprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une communication qui se fait. Il n'y a pas de warning, par exemple, ou il y a une confirmation des prévisions de résultats. Et vous avez un gap énorme en fin septembre. À la hausse, vous voyez le marché, la valeur décolle violemment. Et on est resté sur cette impulsion. Voilà, on n'a jamais retracé en dessous de cette ouverture forte. C'est ça. On le voit graphiquement, la valeur est redescendue sur finalement le haut de ce gap pour après continuer sa hausse. Oui, elle a suivi la moyenne mobile, là. Je ne sais pas laquelle c'est, mais c'est la 20. Ça ressemble en tout cas, ouais, c'est ça, c'est la 20. Et oui, donc la caractéristique des marchés aujourd'hui, c'est à un moment donné, une prise de conscience
on enlève un problème et tout d'un coup ils en veulent tous et puis il n'y a plus personne en face. C'est-à-dire que celui qui vendait il vend plus, et celui qui veut acheter il y va quoi. Donc on achète et il n'y a plus de vendeurs. Et c'est violent. Est-ce qu'on retrouve ça parce que Jean-Luc, vous avez parlé du CAC 40, on retrouve ça mais avec une volatilité moins importante sur cette période-là, on trouve la même hausse. Vous voulez nous parler du CAC 40, donc est-ce qu'on est sur une même configuration ? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a eu des gaps, bien évidemment, extrêmement violents sur le CAC, aussi des mouvements très, très, très puissants, notamment depuis le point bas de septembre. On a vraiment des marchés, si vous voulez, qui anticipent toujours une inflation maîtrisée, des arrêts de hausse de taux, enfin des politiques monétaires moins restrictives. Alors, à court, moyen, long terme, enfin, c'est entre début 2023, fin 2024, il y a des avis très divergents, mais les marchés ont anticipé, on va dire, le mieux. C'est-à-dire le fait que, on est peut-être, le pic d'inflation est passé, parce qu'en fait, la question se pose toujours, est-ce qu'il est passé, à venir ou dépassé ? Il y en a qui pensent même que oui, il est dépassé. Mais les avis sont divergents. Mais le marché, lui, il price le mieux. Alors, il y a de nombreuses menaces, comme vous le savez, sur les marchés, avec notamment la guerre en Ukraine qui est toujours très installée, semble-t-il, pour l'hiver. Donc, vous avez des acteurs de la gestion qui ont été très méfiants précédemment. Du coup, ils se retrouvent face à un marché qui a pris 10% en ligne droite de 6 000. On ne va même pas parler de 5007, 5008, mais on va dire à 6 000, il y a eu un genre d'équilibre. Et puis, boum, c'est parti à 6007, et qui ne sont pas suffisamment acheteurs. Alors, il y a des vendeurs à découvert, et puis ceux qui ne sont pas suffisamment acheteurs... Excusez-moi, expliquez le fait de ne pas être suffisamment acheteur. C'est-à-dire que les gérants ne sont pas forcément assez exposés sur cette hausse, c'est oui, ça ? Bien évidemment. C'est-à-dire qu'on peut les comprendre. Faire preuve de beaucoup de prudence lorsqu'il y avait la guerre qui bat toujours elle est très, très présente, cette guerre. Et donc... il y a beaucoup de gérants qui n'avaient pas alloué. Ils n'avaient pas tellement envie d'acheter, ils avaient envie de garder des munitions en se disant, ça, pour le coup... Sans mauvais jeu de mots, évidemment. Ouais. Mais ils se disaient, peut-être que le marché va rebaisser, on va se garder des possibilités d'acheter sur des replis, et puis le marché est parti. Donc, s'ils ne sont pas suffisamment collés à l'indice, à la performance de l'indice, on va leur dire, vous êtes nuls. Regardez, moi, l'indice a gagné 14%, vous avez gagné 3%. Vous voyez, donc ils sont embêtés, ils sont très ennuyés. Après, si vous voulez, au-delà de ça, il y a les positions sur les options où ils sont très acheteurs de put. Pour la couverture de leur portefeuille. Exactement. Donc vous aviez des volatilités implicites septembre-octobre à 25, 27. Très élevé par rapport à la moyenne de 14, parce que, 15. Bien sûr, on peut penser qu'une moyenne... on rappelle juste un mot sur le fait que sur le marché de la volatilité implicite, plus il y a des gens qui prennent des positions acheteuses sur ce marché, plus la volatilité implicite a tendance à monter. C'est surtout que le market maker, par exemple, qui va vous vendre l'option, s'il y a des événements susceptibles de perturber énormément les prix, lui, il va se dire, moi, je ne vends pas à ce prix-là, mais je vends plus haut. Parce que pour protéger ma vente d'options, ça va me coûter plus cher que si jamais j'estimais qu'à l'horizon, il n'y a pas de catalyseur susceptible de faire effondrer les marchés. Dans les cas des catalyseurs susceptibles de faire effondrer, il y en avait beaucoup. Mais la construction du marché n'était pas dans une situation d'effet domino potentiel à cause de cette volatilité implicite extrêmement élevée. Tout le monde est méfiant. Si tout le monde est protégé, il n'y a pas de vendeur potentiel. On se retrouve dans une situation assez étonnante du fait que la volatilité, finalement, a beaucoup de volatilité. Parce qu'elle était montée, elle est redescendue, etc. En ce moment, on est... Mais dans la période, jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, elle était en permanence haute. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que vous avez une volatilité implicite à un mois autour de 15, 16, 17, à 3 mois à 17 aussi, et à un an, elle est encore à 17 ou 18 ou 19. C'est-à-dire qu'elle est plus élevée. Normalement, plus c'est lointain, plus elle tend vers une historique. Et là, en fait, pas du tout. Donc, on a aujourd'hui des opérateurs de marché qui anticipent d'éventuelles complications pour la suite, si vous voulez. La volatilité implicite, c'est ce qu'on attend de la suite des événements. Donc ça veut dire qu'ils s'attendent à ce que le marché soit encore extrêmement nerveux dans un horizon lointain.
c'est important d'étudier le comportement de la volatilité implicite comme ça dans le temps. Et puis la comparer, mais là il faut un peu d'expérience, il faut une conscience du vécu, il faut l'avoir vécu en temps réel. De ce qu'on a connu par exemple en décembre 2019, où la volatilité implicite était à 10, parce qu'on disait c'est la fin de la guerre commerciale, les accords avec les Chinois, les Américains, tout va aller bien. Et si vous voulez, les gens ne savaient plus quoi faire, ils ne savaient plus quoi acheter, et du coup ils vendaient les puts. Voilà, ils vendaient les gestions, plutôt que d'acheter à 6 000, il disait je vais vendre un put de 5 008. Ce qu'on peut en déduire finalement, c'est qu'il y a quand même un niveau de nervosité sur les marchés qui est encore élevé, alors qu'on se maintient niveau d'appréhension. Appréhension. Ouais. Alors qu'on se maintient sur des niveaux assez hauts. Hein. Oui, on n'est pas. Oui, parce qu'il n'y a pas de vendeur potentiel. Marc, vous allez nous parler de Coca-Cola, mais vous vouliez rebondir sur ce que disait Jean-Louis. Je parlais de Coca-Cola à la foulée, mais bon, d'abord, je suis toujours d'accord avec ce que dit Jean-Louis, mais moi, dans ma partie technique, c'est très intéressant parce que finalement, un marché, il est soit en tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, soit dans une phase de correction, temporisation. Et ces phases-là reflètent exactement ce qu'on dit, c'est-à-dire un marché, il est fait par des acheteurs et des vendeurs. Donc il reflète le combat en fait entre les acheteurs et les vendeurs. Quand on est dans une tendance claire, comme on l'était l'année dernière, enfin 2021, hein, j'entends, on voit que ça monte, on profite des replis pour acheter, etc. En 2022, on a cru à un moment qu'on allait être dans une tendance baissière, mais ça n'a pas été le cas finalement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le marché est très nerveux, parce que on est plus clairement baissier, on est dans une grosse phase corrective. Les rebonds qu'il y a eu à l'intérieur de cette baisse de 2022 ont été suffisamment intenses pour venir semer le trouble. Et de toute façon, la technique reflète le fondamental, le comportement. On parle de guerre, on parle d'inflation, de récession. Quand vous regardez un graphique, il y a toujours des raisons pour qu'il monte et pour qu'il baisse quasiment, à part de la spéculation pure qu'il peut y avoir de temps en temps. Et là, on est typiquement dans ce cas-là. Le CAC, c'est un des indices avec le Dow Jones aujourd'hui qui pourrait terminer l'année dans le vert encore. Alors qu'on pensait qu'il était à moins 20, etc. Là, il est autour de moins 5. Si le mois de décembre est comme le mois de novembre, il terminera l'année flat. Qu'est-ce qui caractérise pour vous le fait qu'on soit sorti de cette tendance baissière ? Alors, c'est le graphique ? Pour moi c'est le graphique, mais le graphique répond à des données à chaque fois, c'est ça. Et ce qui est très intéressant dans ma discipline, quand on regarde le phénomène des vagues, c'est que ça s'explique. C'est pour ça qu'on dit que les débuts de retournement sont toujours en général un peu plus hésitants, parce que, on l'a vu tout à l'heure avec le graphique, ce gap haussier à l'ouverture manifeste en fait un signal, comme l'a dit après Jean-Louis, les gens se disent, bon ben voilà, c'est un gap qui n'a jamais été comblé, donc on était sorti d'une tendance baissière, et là d'un seul coup, les gens se sont dit, ils sont mis à acheter, et l'achat provoque la hausse, etc., et ce phénomène d'autoréalisation. Donc là, ce qui est en train de se passer dans l'analyse technique, c'est toujours ça. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle, nous, les vagues 3, c'est-à-dire les vagues dans lesquelles le marché est le plus confiant, sont souvent les vagues les plus impulsives, puisque c'est la période où, psychologiquement, les gens savent qu'on a marqué un retournement, et ils ont encore un peu de marge de manœuvre avant de se dire on arrive peut-être un peu haut, ou un peu bas quand on est dans l'autre sens. Là, on est vraiment dans cette phase où le CAC n'est pas encore revenu sur son plus haut. Et il n'y a aucun indice qui est revenu aujourd'hui sur ses plus hauts. Alors on va peut-être le voir sur Coca-Cola, peut-être pour illustrer vos propos. Oui, alors sur Coca-Cola, oui. Alors j'ai voulu reprendre Coca-Cola parce que comme on a... Vous en aviez parlé Oui, voilà. Et je trouvais ça intéressant, pour ceux qui nous suivent, de voir que parfois on parle de choses et qu'après on peut revenir dessus pour voir que ça peut bien se passer. Sur Coca-Cola, on avait joué, nous, juste une... Ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment. Non, bien sûr. Ah non, c'est pas toujours le cas. Évidemment. Alors, si on le saurait si on se trompait jamais. Mais c'est bien de ne pas se tromper aussi de temps en temps. Et donc ici, on avait anticipé la fin d'une correction en 3 temps, ce qu'on appelle nous une ABC, avec un début de reprise. Les cours de Coca étaient autour de 59 quand j'étais venu vous voir. Et j'avais parlé de cette fin de correction avec le potentiel rebond qu'on était en train de jouer. Et puis autre chose aussi, Coca-Cola fait partie des valeurs qui sont... Attention, on ne joue pas en bourse, hein, on investit. Ah non, oui, on investit, j'ai dit jouer. Ah bah, oui. Je n'ai pas fait attention. Donc oui, ça fait partie des valeurs qui sont pas des valeurs du secteur qu'on appelle technologique, qui sont un peu plus sensibles et en ce moment un petit peu plus difficiles difficile à revenir dessus parce que le Nasdaq est quand même encore largement plombé. Hein, il est à moins 26% aujourd'hui contre un Dow qui est à moins 5%. Donc c'est des valeurs qui ont un potentiel défensif beaucoup plus important et sur lesquelles on peut jouer une hausse un peu plus confortablement aujourd'hui que sur la tech où ça reste un peu plus risqué, comme on l'a encore vu d'ailleurs hier. Voilà, exactement. À cause de justement ce phénomène d'inflation et de politique de banque centrale impacte beaucoup plus les valeurs technologiques aujourd'hui. Très bien, très intéressant. Merci messieurs. On va passer maintenant à la rubrique le Zoom sur. Le Zoom sur avec Léa Gézéquel, vendeuse Société Générale, produit de bourse. Vous allez nous parler des Turbo Smart. Oui. 3e catégorie de turbo. Quatrième même. Quatrième, et effectivement, c'est la moins connue.
Tout à fait. Donc, on va faire un petit point là-dessus qui sera sans doute bienvenu. Alors, je suis contente parce que vous avez parlé tout à l'heure d'options, de gérants qui investissent avec des puts. Donc, il faut savoir que d'investir à la baisse des marchés, c'est possible aussi pour les particuliers avertis, notamment grâce justement aux turbos, qui sont des produits à effet de levier. Donc, le but de ces produits est d'amplifier les variations du sous-jacent. Un sous-jacent, ça peut être une action, un indice, une devise. Et donc, cette amplification qui fonctionne à la hausse, mais aussi à la baisse, donc ça peut être favorable ou défavorable à l'investisseur selon si son scénario d'investissement se réalise ou non, permet également d'investir à la baisse avec des puts et à la hausse avec des calls. Donc, ces produits Turbo Smart ont un prix d'exercice différent de la barrière désactivante. Le prix d'exercice, pour ceux qui ne nous ont pas suivis sur les précédentes émissions, c'est le seuil de financement. C'est ce que l'émetteur finalement finance à votre place pour acquérir l'équivalent d'une unité de sous-jacent et qui vous permet de bénéficier d'un effet de levier, bien sûr, quand vous êtes dans le bon sens. Puisqu'on investit moins que la totalité Exactement. de son exposition. Et la barrière désactivante, c'est le niveau qu'il ne faut pas atteindre, sans quoi votre produit est désactivé. Alors, selon les catégories de turbo, vous pouvez être désactivé avec une valeur de remboursement ou pas. Alors, sur les Turbo Smart, le principe, c'est que cette barrière désactivante, qui normalement sur toutes les autres catégories de produits est désactivante, comme son nom l'indique, durant les heures de cotation du sous-jacent, sur les Turbo Smart, en fait, la barrière désactivante ne désactive qu'à la clôture du sous-jacent. Donc, entre guillemets, c'est des produits qui, sur la plupart des plages horaires hors clôture, est moins risqué puisque la barrière n'est pas active. Par contre, moins risqué, toute proportion gardée, parce qu'il y a quand même de l'effet de levier. Tout à fait. Par contre, si vous allez jusqu'au niveau du prix d'exercice qui s'avère franchi, dans ces cas-là, le produit est KO, donc désactivé. Donc le risque, bien sûr, n'est pas totalement éliminé. Vous avez juste un coussin supplémentaire par rapport aux autres catégories de turbo qui vous évitent la désactivation pendant les heures hors clôture, pendant les heures de cotation du sous-jacent. Et donc ces produits sont aussi illimités et présentent bien entendu un risque de perte du capital. En cours de vie ou à l'échéance. Tout à fait. Merci beaucoup Léa. Je peux rajouter une petite chose. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Écoutez, vous êtes là pour ça. Les turbos, oui, quand même, c'est un peu mon quotidien. Donc, pour rajouter quelque chose à ce que Léa vient de nous dire, là où ça peut être très pratique, c'est dans le cas où vous serez dans une journée où vous avez ce que nous on appelle dans notre jargon un spike, c'est-à-dire une forte volatilité à l'intérieur même d'une journée où une valeur, pour des raisons, parfois ça peut être juste une rumeur ou quoi que ce soit, va aller dans un sens avant de revenir dans l'autre sens et clôturer finalement au niveau de son prix d'ouverture. Là, dans ce cadre-là, c'est très pratique parce que ça nous évite d'être désactivés sur ce genre de choses Trop qui sont... Ouais, et puis c'est souvent un peu agaçant parce que finalement, après, on voit qu'on était dans le bon directionnel et qu'on s'est fait toper sur une news qui a impliqué une volatilité un peu forte. J'ai l'impression que ça vous fait parler, les Turbo Smart, c'est intéressant. J'avais une question. La clôture, c'est quelle heure donc Ça dépend du sous-jacent. C'est la clôture du sous-jacent. De 17h35 par exemple Pour les actions françaises. Sur les actions françaises. Voilà, c'est... Merci beaucoup. Et maintenant, passons à la rubrique le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe, chacun de nos invités a 60 secondes, pas une de plus, pour vendre finalement, pour proposer un scénario d'investissement et ces deux compères, les deux autres traders que nous avons sur le plateau diront s'ils sont d'accord ou s'ils ne sont pas d'accord et on pourra en parler ensemble. Alors Frédéric Berriot, vous allez commencer avec l'action GTT. Alors, Attends. On place le chronomètre, vous avez 60 secondes. On va faire un décompte, comme dans les courses d'athlétisme. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, l'action GTT vient de perdre 10 € au moins depuis le début de la semaine, suite à une décision en fait, de la Cour de justice en, fait, en Corée du Sud. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous, on pense en fait que ça peut rebondir. C'est le leader mondial. En fait, il dépose des brevets sur des systèmes de confinement cryogéniques. En fait, en gros, il tapisse les cuves des méthaniers qui transportent du GNL. Bon, inutile de vous dire que... Le méthanier, donc, transporte du gaz naturel. Exactement. Liquéfié, donc, depuis en fait, la guerre en Ukraine et la nécessité pour la zone euro en fait, de réduire en fait, leur dépendance en fait, au gaz russe, donc ils achètent maintenant aux États-Unis et puis au Qatar, par exemple, tout ce gaz, il faut le transporter. Et GTT est au cœur en fait, du système. Ils ont du chiffre d'affaires jusqu'en 2027. Stop!
Eh oui, bah oui, vous aviez 60 secondes, il faut être attentif. Merci infiniment, Frédéric. Alors, en face de vous, vous avez Marc et Jean-Louis. Est-ce que ça a été suffisant pour vous? Oh là 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 là. Frédéric, je suis désolé, mais ça va nous faire un débat, vous aurez l'occasion de répondre. Alors Marc, pourquoi stop? Je suis désolé pour Frédéric, vraiment, parce que je vois que moi, c'est toujours du graphique. Hein. Bon, graphiquement, c'est très ambigu. Il a tracé une ligne de support bleu à laquelle il doit absolument croire. Moi, déontologiquement, je ne pouvais pas lui dire go, parce que vous allez voir, quand vous avez passé à moi tout à l'heure, il faut que j'ai un minimum de cohérence. Et comme je suis baissier sur le gaz naturel, notamment, tout s'explique. voilà, je ne sais pas du tout que je connais très bien Frédéric, je connais ses arguments, ils sont tout à fait valables. Moi, techniquement, pour l'instant, j'ai des signaux plutôt baissiers et je préfère me méfier de ce genre de valeur pour l'instant. Merci Marc. Jean-Louis? Techniquement, la valeur est orientée à la baisse. Après, il y a eu de grosses anticipations, justement, avec la guerre en Ukraine. Moi, je me souviens, je l'avais acheté un peu avant, là, je me souviens plus exactement, vers 60, 70, me semble-t-il, qu'elle avait beaucoup baissé à un moment donné. Ouais, c'était les plus bas. Hein. C'était bien j'ai dû avoir un coup de chance. Mais j'avais vu une étude en effet qui était intéressante. C'est vrai, je crois qu'il y avait vraiment des atouts à acheter la valeur. Mais du coup, je l'avais revendu trop vite, hein, c'est évident. Mais la repayer 106, ça m'ennuie. Surtout qu'encore une fois, il n'y a pas de repère, si vous voulez, à exploiter. L'idée, c'est quoi? C'est une fois qu'on a des fondamentaux qu'on pourrait juger positifs. Peut-être un peu douteux sur le fait que est-ce qu'on va vraiment transporter beaucoup de gaz ou pas, parce que là c'est pareil, c'est un peu compliqué la situation. Est-ce que sur le plan technique, j'ai de quoi exploiter un repère précis? La réponse est non. Pour l'instant, les repères disent c'est plutôt vendeur. Donc tant que c'est vendeur, il faut s'abstenir et aller voir ailleurs. Mais peut-être que Frédéric va nous répondre que c'est pas sur ces niveaux-là qu'il est acheteur. Non, mais il avait 60 secondes, c'est fini. Ah bah si, il peut vous répondre. Frédéric, qu'est-ce que vous avez à répondre à tout ça? S'il vous plaît. Non, effectivement, là, il y a une forte baisse. Peut-être que ça peut continuer quelques séances, mais en dessous de 100, nous, en tout cas, on est acheteurs, quoi, parce que c'est, en tout cas, sur un plan fondamental, je ne parle pas graphique, c'est une super valeur, quoi. Je veux dire, ça fait 50% de marge nette. Ça vous distribue 80% des profits en dividendes. Je veux dire, c'est une trésorerie de 200 millions. Je veux dire, c'est une boîte qui peut sortir de la cote. Hein. Merci beaucoup, Frédéric, c'est très intéressant. Alors, deuxième scénario, deuxième pitcher, c'est Jean-Louis. Soprasteria. Est-ce que vous êtes prêt, Jean-Louis? Service informatique. Soprasteria, c'est parti. J'ai vu Alten marquer. Non, Soprasteria, parfait. Mais la grande Attends. Je veux doucement. Non. Lancer le chrono. C'est le coup de cœur c'est le coup de cœur des traders. On est discipliné. Je vous demande 3 secondes pour le décompte. 3, 2, 1. Jean-Louis, c'est à vous. Alors, service informatique, c'est une très belle société, bien évidemment. L'idée, c'est quoi? Il est difficile de trouver des idées à 6008 sur les marchés. 6007, 6008, franchement, c'est compliqué. Celle-ci, si vous voulez, cette valeur, elle est sensible, en effet, c'est à une potentielle récession qui pourrait avoir lieu, etc. Elle pourrait bouger, en cas de mauvaise nouvelle, plus fort que l'indice, beaucoup plus baissé. Mais comme il y a aussi des possibilités d'OPA, etc., parce que Sopra avait déjà acheté Steria, et la concentration dans le secteur, c'est l'idée, c'est le fil rouge, les fondamentaux sont positifs, elle n'est pas très chèrement capitalisée, c'est une boîte il y a 47 000 employés, hein, c'est européen surtout, France, beaucoup. L'idée, c'est de l'acheter sur un repli, peut-être vers 135, que je vous ai matérialisé là, peut-être plus bas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut la mettre de côté pour l'acheter dans un moment de crise de l'indice CAC 40. C'est fini. Vous avez 1 seconde de plus. Bon, on vous en tiendra par rigueur. Messieurs, Marc, Frédéric, quel est votre sentiment sur ce que vient de nous dire Jean-Louis? Frédéric, vous ne savez pas. Donnez votre panneau. Non, vous ne savez pas. Non, Stop. Alors, on va donner la parole à Frédéric. Sur ces niveaux-là, 150, je ne l'achèterai pas. Effectivement, comme l'a dit Jean-Louis, c'est sur repli. Nous, on l'avait recommandé vers 135. À 150, j'aurais des hésitations. Ah, donc vous avez un point commun avec Jean-Louis. Bah oui, c'est pareil.
Frédéric, Marc, pardon. Non, moi, sur repli, je suis d'accord avec Jean-Louis techniquement. Je pense qu'on a effectivement, ça fait partie de pas mal de valeurs qu'on a où graphiquement, on est sur une phase de rebond importante. Et même si je sais que j'ai pas le droit de dire ça, j'ai un très bon ami qui a un très bon poste là-bas et il va me gronder si je lui dis que, que je suis baissier sur la valeur. Voilà. Écoutez, donc finalement vous êtes un peu d'accord, c'est-à-dire qu'on a une espèce de consensus sur un repli qui pourrait être intéressant. Cette valeur est dans une liste comme une watchlist, hein. Ouais, on la garde un petit peu en tête. Exactement. Alors, troisième valeur, c'est Marc. C'est pas vraiment une valeur, c'est une matière première, le gaz naturel. Ouais. 3, 2, 1, Marc Dagger, allez-y. Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, à la suite du passage de Frédéric, sur le gaz naturel, nous, graphiquement, on a une configuration qui nous plaît beaucoup. Déjà, on est des héliotistes, donc je ne vais pas vous faire un cours maintenant, mais on avait 5 belles vagues de donc hausse. les vagues d'Elliott. Oui, donc entre juin 2020 et août dernier, on a une belle hausse qui a été marquée en 5 temps, qui est souvent synonyme de phase corrective importante. De plus, on a ce qu'on appelle un rounding top qui est très net, où on voit, si vous voulez, que le momentum diminue, les plus hauts ont du mal, on voit sur le graphique à de plus en plus haut et commence à faire même de nouveau plus bas. Ce qui pourrait devenir un diamant, c'est ce que j'avais écrit, mais on ne sait pas encore, c'est pas encore validé. Donc pour nous, c'est une figure de retournement baissier et sans envoyer le gaz naturel à la baisse sur du long terme, il y a un repli qui nous semble assez intéressant qu'on pourrait avoir envie, sur lequel on pourrait avoir envie de se positionner. D'accord, et alors sur quel niveau ? Là, sur les niveaux actuels, hein, on est rentré, nous, hier. Très bien, je vous ai relancé parce que vous n'aviez pas fini, vous aviez fait plus court que 60 secondes. Oui, secondes. mais je fais souvent plus court. C'est fini. Très bien. Alors, Frédéric, Jean-Louis, quel est votre sentiment ? Ah, un consensus, écoutez. Frédéric ? Non, effectivement, le gaz, là, les cuves sont pleines, en tout cas en Europe. La croissance ralentit. Normalement, si au niveau géopolitique et si au niveau de la guerre, du conflit en Ukraine, s'il n'y a pas une nouvelle escalade, ça devrait normalement... et que la météo est clémente. Oui, mais ce qui n'est pas le cas en Europe en ce moment. C'est la question que j'allais vous poser. On a eu un mois d'octobre assez doux, mais le mois de novembre et le mois de décembre commence à être un peu plus froid. D'ailleurs, en dessous des normales saisonnières. Est-ce que ça ne va pas faire refluer à la hausse les prix du gaz naturel ? Ouais, enfin là aussi, on a quand même anticipé que l'hiver, il fait froid. Donc, Non, mais il fait plus froid. Ne jouez pas sur le... Avec toutes les... Ne me faites pas passer pour un idiot. Non, mais... Parce qu'on entend ça tout le temps, donc... Il y a quand même des mesures d'économie qui ont été quand même mises en place dans les sociétés, au niveau des appartements, des bureaux de l'État, etc. Il y a des réserves. Bon, enfin, ok. Là, ce que je voudrais dire sur ce que nous montre Marc, c'est un contrat à terme janvier 2023. C'est une matière première, c'est dangereux. C'est-à-dire que vendre à découvert un produit livrable, alors il faut faire attention, livrable, pas livrable, etc. Alors, il existe, donc, je coupe juste une seconde. Typiquement, ce que je voudrais dire... Une seconde. Il existe, on ne vend pas à découvert des produits de bourse, on peut investir sur un produit qui est baissier. Ce que fait Marc. Ce que fait Marc, un turbo. Oui, alors justement, c'est là où il faut... Non, mais parce que là, ce qu'on montre, c'est un contrat à terme. Bien sûr. Donc, c'est vraiment à jouer via l'intermédiaire. Là, je pense, si vous voulez, c'est vraiment à investir dans un scénario de baisse via un produit, put par exemple, pour... ne pas être affecté par des considérations d'échéances complexes, etc. Ça, c'est important. C'est important de le signaler. Effectivement de signaler que sur les matières premières, sur les contrats à terme de matières premières, il y a des effets de différence de prix entre les différentes échéances, avec un effet contango ou un effet de backwardation qui peuvent avoir des conséquences sur la valorisation des produits financiers. Et c'est pour ça que j'insiste effectivement sur votre point. Il faut être particulièrement prudent. Merci beaucoup. Oui, et je remercie. Marc, pardon. Oui, pardon, et je remercie Jean-Louis parce qu'en fait, il m'a fait réaliser que moi, je suis tellement, et vous le savez, vous, puisque centré sur ces produits-là, puisque c'est mon quotidien, que j'en oublie de le préciser en fait. Sur les contrats à terme, il y a des effets. Pour moi, c'était déjà induit. Quand j'ai dit qu'on l'a pris hier, on l'a pris effectivement sur un produit et pas d'ailleurs, en direct. C'est la première question que je vais poser off. Oui, tout à fait. On est en contango ou en backwardation? Oui, contango, quand les contrats à terme de maturité supérieure sont de valeur supérieure aux contrats de maturité courte, et backwardation, c'est le contraire, c'est-à-dire que
Les contrats à terme de maturité supérieure ont une valeur inférieure à celle des maturités courtes. Le crude oil, il est actuellement en backwardation. Et il était très fortement en contango en mars 2020, parce qu'il n'y avait plus de capacité de stockage. On pourra en parler pendant des heures. Merci messieurs. Et maintenant, c'est la rubrique à vos marques. À vos marques, ou quiz finalement. Parfois on dit à vos marques, parfois on dit quiz, mais c'est un questionnaire et nos invités ont l'occasion de se départager en répondant aux questions que Léa va nous poser. Je vous en prie Léa, c'est parti. Alors la thématique du jour c'est... Les devises. Ah, les devises. Les devises, les règles du jeu restent inchangées. Je donne la question, l'intégralité des réponses, vous n'avez pas le droit de buzzer avant que la dernière réponse possible ait été énoncée. On y va. Première question. Quel va être l'impact d'une hausse des taux d'intérêt sur une devise ? Première réponse possible, haussier. Deuxième, neutre. Troisième, baissier. Jean-Louis. Hausse des taux, intérêt sur la devise haussier. Exactement. Quand on a une hausse des taux, ça augmente la rémunération des avoirs libellés dans cette devise. Cela attire donc plus de demandes indirectement pour cette devise, ce qui fait augmenter la paire. Et inversement, en cas de baisse des taux, on a d'ailleurs pu le voir récemment avec la baisse de l'euro-dollar, car la Fed a augmenté ses taux bien avant l'Europe. Le USD s'est donc renforcé à ce moment-là. J'en profite pour parler du magazine Strike, le numéro de décembre 2022, dans lequel il y a un excellent article macroéconomique, et notamment un point sur les devises et leur évolution en 2023. Merci beaucoup Jean-Louis, 1 point. 0 pour Marc, 0 pour Frédéric. Deuxième question, Léa. À quoi correspond le terme G10 ? Première réponse, les 10 monnaies les moins échangées. Deuxième réponse, les 10 monnaies les plus échangées. Troisième réponse, les 10 monnaies historiquement plus fortes que l'USD. Frédéric, c'est à vous. 2, non ? Alors 2, les 10 monnaies les plus échangées. Attention, effectivement, Frédéric, vous avez la bonne réponse. Ce sont les 10 monnaies les plus échangées. Alors parfois, on dit aussi le G11 quand on rajoute la couronne danoise à ces 10 monnaies. Donc, je vais qui vous n'a les rien citer. à voir avec le G7, le G20, Rien à absolument voir. rien à voir. Non, Merci rien de à cette voir. intervention. Donc, les 10 monnaies les plus échangées. Alors, les 5 premières, on peut tous les trouver assez facilement. On a l'USD, l'euro, le GBP, le JPY, donc la monnaie japonaise, et le CHF en Suisse. Est-ce que vous avez une idée des 5 autres ? Allez, pêle-mêle, allez-y. CAD. Effectivement, CAD, le dollar canadien. Le yuan, Non, le yuan n'y est pas. c'est vrai ? Non. Je dirais l'AUD peut-être. L'AUD, Australian Dollar, très bien, Marc, vous êtes calé en devises. Il vous en manque 3. South Africa. La couronne norvégienne. Ah oui. Et je vous donne les 2 derniers. Le Le NZD, Ah qui oui, est oui, la monnaie de Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Ouais. Et en Suède, le SEK, Ah oui, qui bien est sûr. aussi une monnaie très échangée. Alors, Voilà. 1 point pour Frédéric, 1 point pour Jean-Louis, 0 Un pour point Marc. pour Marc parce qu'il a quand même trouvé les deux. Non, absolument pas. 0. Troisième question. Laquelle de ces affirmations est vraie ? Première réponse, le CNH est une devise hongroise et le CNY est une devise chinoise. Deuxième réponse, le CNY est une devise chinoise traitée en Chine continentale et en dehors. Troisième réponse, le CNH est une devise chinoise qui se traite uniquement en Chine. Je Marc ? dirais la 2. Et non. Ah, la 3 alors. C'est pas à vous. Et vous n'avez pas appuyé Buzzer, sur le... c'est à vous, c'est à Non, vous. je sais pas, moi. Ah, c'est qui Non, c'est 3 parce que la devise hongroise, c'est pas le CNH. Vous n'avez plus la parole, Marc. Effectivement, c'est le Jean-Louis. 3, bravo Jean-Louis, c'est un peu un coup de chance, Il a mais été vous vite, êtes bien rattrapé. Oui, le CNH est une devise chinoise pour l'extérieur seulement, et donc contrairement au CNY, qui est donc la devise interne à la Chine, qui elle est fixe, enfin quasiment fixe, puisque elle est autorisée à varier entre plus et moins 2% du fixing du dollar USD Par rapport au tous les dollar, jours. Et le CNH, c'est pour la petite histoire, est inexistant dans le réseau bancaire grand public en Chine. C'est pas possible, par exemple, de faire un virement à votre ami en CNH. 2 points pour Jean-Louis, 1 point pour Frédéric. Je plaide 0 ma pour cause Marc. quand même parce que c'était pas évident. Je Merci. suis pas complètement planté. Ouais, Oui, et je savais que. Qui a dit que les Je questions de savais- Léa étaient Ah évidentes? non, mais je savais que. Non, parce que d'entrée, je savais que c'était pas la une, parce que la devise hongroise, c'est le HUN. Écoutez, on donc, vous pardonne. voilà. Vous avez Quatrième encore question. 2 questions pour vous refaire. Quatrième question. Je pense que l'euro va se renforcer face au dollar US. Quel produit choisir? Petit 1, un turbo illimité best put euro USD. Petit 2, un leverage x10 euro USD. Petit 3, un stability euro USD. Jean-Louis.
Si l'euro va se renforcer, c'est le 2. C'est il faut- Effectivement, tout à fait. Donc le leverage j'espère permet que d'investir c'est sur la correct, mais- hausse de la paire. Et si on est acheteur d'euros et vendeur de dollars, forcément, on investit sur une hausse de l'euro. Jean-Louis, 3 points. C'est quasiment plié. Marc, 0 et Frédéric, 1. Sauvez l'honneur, Marc. Oui, bah oui, on va essayer. 5e question. On n'appuie pas. On n'appuie pas. Ah, si, si, ah, non. S'il vous plaît, un peu de À discipline. quelle paire de devises fait référence le terme câble? L'euro USD, le NZD USD ou le GBP USD? Il a été gentil. Moi, j'ai rien à 3. Comme Bah, ça, bravo. au hasard. Oui, effectivement. Alors, Ah. c'est une expression qui nous vient du 19e siècle, où les transactions entre la livre et le dollar se faisaient via un câble transatlantique. Exactement. On dit cable ou c'est un terme On dit français? cable. Cable. On dit cable. D'accord, câble. Pardon, Bon, très bien. excusez-moi. Marc, bravo, vous Ah avez non, sauvé. non, mais on dit câble chez nous, mais J'imagine. les anglo-saxons disent cable. Oui, nous, on est toujours Voilà. francisés. nous. Ouais, Très absolument. bien. Merci infiniment, c'était très intéressant. À la prochaine fois.